Nous allons voir dans cette vidéo comment le préjugé affecte les relations entre communautés, rendant d'autant plus difficile l'exercice de la pensée critique. Or, cette dernière se révélera, vous allez le voir, tout à fait indispensable pour éviter que l'attachement tout à fait normal en tant que tel aux communautés ne mène à la pathologie communautariste. Le communautarisme constitue un thème rebattu aujourd'hui. La signification du terme, la plupart du temps péjorative, est souvent peu claire. Il s'agit d'abord avec le communautarisme de faire prévaloir les intérêts d'une communauté sur ceux du reste du monde, de l'humanité. On voit tout de suite le danger d'une telle conception. Donner aux intérêts de mon groupe le primat sur les droits universels de l'homme. Cela peut en ultime instance mener à des persécutions, voire, nous l'avons vu, au XXe siècle, à des massacres. Il n'est certes pas question de critiquer l'attachement que l'on peut éprouver pour les proches, pour sa famille, pour ses enfants, pour son groupe d'appartenance. Une telle attitude est tout à fait normale, mais ceux que nous aimons n'ont pas toujours raison. Quand ils sont dans leur tort à l'égard d'un autre qui n'est pas membre de notre communauté, le communautarisme consiste à leur donner quand même raison, ou à leur trouver toutes les excuses imaginables. Cette attitude est celle de la victimisation. Si vous considérez les droits de l'homme comme une valeur commune à l'humanité, il y aura nécessairement des victimes et des bourreaux. Ceux dont les droits auront été violés, les victimes, et ceux qui les auront violés, les bourreaux. Si vous exercez votre pensée critique, vous tenterez d'abord d'établir les faits. Tel ou tel sera victime ou bourreau. Il pourra aussi être totalement étranger à l'affaire, bien sûr. Si le bourreau est de l'autre communauté et la victime est l'un des vôtres, vous n'aurez pas de difficulté à le reconnaître. Mais dans le cas inverse, la question se posera de savoir si vous maintiendrez votre attitude rationnelle en condamnant les exactions commises par vos proches, ou si vous abdiquerez votre pensée critique en ne voulant pas voir cette réalité. Une telle attitude nous rappelle Ignace de Loyola, dont nous avons parlé, qui ne voulait pas voir la couleur blanche quand l'Église voulait qu'il la voie noire. Il y a de nombreuses manières de faire prévaloir les intérêts d'un groupe sur, en l'occurrence, la simple vérité. L'une d'entre elles consiste à appliquer des éthiques différentes aux siens et aux autres. Le grand sociologue Max Weber a distingué deux sortes d'éthiques, l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. L'éthique de conviction vous commande d'appliquer partout et toujours vos principes moraux, vos convictions. Si vous y adhérez, vous ne ferez pas de différence entre le bourreau autre et le bourreau qui est des vôtres. La même chose vaudra pour la victime. C'est le principe d'identité. Un bourreau est un bourreau, une victime est une victime. L'éthique de responsabilité est différente. Dans ce cas, vous n'appliquez pas toujours les principes parce que vous tenez compte des conséquences de votre action et vous vous sentez responsable de ces conséquences. Comment comprendre cela ? Vous connaissez les exemples fameux liés au terrorisme, incarnés notamment par la célèbre série très controversée, 24 heures chrono. Un agent de l'État a mis la main sur un homme, suspecté de savoir où se trouve une bombe qui risque de faire des centaines de morts. Cet agent adhère au principe de l'état de droit, ce sont ses convictions, le suspect a droit au silence, on ne peut pas le torturer, etc. Mais si le policier respecte sa morale de conviction, et si le suspect refuse de parler, le temps s'écoulera et la bombe explosera. Le policier, dans ce cas, pourra se sentir responsable de ces morts. Conséquence, pensera-t-il, de son scrupuleux respect des procédures. S'il avait moins strictement respecté les règles, peut-être le suspect aurait-il parlé, permettant aux forces de l'ordre de désamorcer la bombe à temps. Mais il faut prendre conscience du redoutable engrenage dans lequel risque de nous entraîner un tel raisonnement. Il y a de multiples situations dans lesquelles celui qui exerce sa pensée critique hésite entre éthique de conviction et éthique de responsabilité. Je n'aborderai pas ici cette question cruciale, très difficile, mais je vais seulement l'utiliser pour affiner la notion de communautarisme. Supposez que vous appliquez systématiquement l'éthique de conviction quand un membre de votre communauté se trouve en position de victime. À tout coup, vous condamnez le bourreau. Mais si, quand l'un des vôtres a le mauvais rôle du violateur des droits de l'homme,
Si dans ce cas vous appliquez systématiquement l'éthique de responsabilité en lui trouvant toutes les excuses, alors nous dirons que c'est le préjugé communautariste qui vous anime. Vous direz par exemple qu'il ne pouvait pas faire autrement ou qu'il l'a fait pour défendre sa communauté menacée, etc. Voici maintenant une phrase d'Albert Camus que je vais vous lire. Elle se trouve dans L'Homme révolté, ouvrage paru au début des années 1950. En ce milieu du XXe siècle, Camus nous donnait, vous allez le voir, un avertissement que nous devrions bien méditer aujourd'hui. Voici la phrase. « Mais les camps d'esclaves sous la bannière de la liberté, les massacres justifiés par l'amour de l'homme ou le goût de la surhumanité, désemparent en un sens le jugement. Le jour où le crime se pare des dépouilles de l'innocence, par un curieux renversement qui est propre à notre temps, c'est l'innocence qui est sommée de fournir ses justifications. » Je commente le texte. Les camps d'esclaves sous la bannière de la liberté et les massacres par amour de l'homme, ça vise le communisme. Cette idéologie appelle à l'émancipation universelle de l'humanité, mais sa réalisation au XXe siècle a été un cauchemar totalitaire. Les massacres justifiés par le goût de la surhumanité, ça concerne évidemment le nazisme et le délire de la race supposée supérieure. Le crime se pare des dépouilles de l'innocence. Celui qui est opprimé, voire exterminé, a toujours tort. Il était l'ennemi du parti, communiste ou nazi. C'est l'innocence qui est sommée de fournir ses justifications. L'innocent, la victime, est par avance déshumanisé. Il incarne le mal, l'adversaire de la grande cause, liberté ou surhumanité. Relisons maintenant la phrase en son entier. Pour conclure, remplacez maintenant amour de l'homme et goût de la surhumanité par défense de la communauté et réfléchissez au message véhiculé par ce beau texte. L'attachement inconditionnel à un groupe, qu'il soit politique, religieux, national ou racial, a pour conséquence de brouiller la ligne claire entre bourreau et victime.